L'Institut Auguste Armand se réveillait ce matin-là sous une tension presque palpable, comme si les murs eux-mêmes avaient compris que quelque chose était sur le point de se fissurer. Dans les couloirs encore calmes, les pas résonnaient avec une gravité inhabituelle. Rien n'avait encore explosé, et pourtant tout semblait déjà fragilisé. Les sourires étaient rares, les regards fuyants, et derrière chaque porte close se jouait un combat silencieux entre loyauté, peur et survie. Léonard, assis sur le bord de son lit, fixait son téléphone depuis de longues minutes. L'écran éclairait faiblement son visage tiré, creusé par une nuit sans sommeil. Le message était prêt, tapé, relu, corrigé, puis laissé en suspens. Quelques mots seulement, mais dont le poids écrasait tout le reste, une acceptation. Celle du master, celle du marché imposé par Étienne Castelmont, celle d'un départ qu'il n'avait jamais voulu. Il pensait à l'institut, à ses cuisines, aux odeurs de beurre chaud et de fond de sauce qui l'avaient accompagné pendant des années. À Maya, surtout, à leur silence complice, à cette façon qu'elle avait de le regarder quand il doutait, comme si elle voyait en lui ce qu'il n'arrivait plus à percevoir. Quitter l'institut, c'était déjà une douleur. Quitter Maya, c'était une déchirure qu'il n'osait même pas formuler. Son téléphone vibra doucement, comme pour le presser de choisir. Léonard inspira profondément, ferma les yeux un instant, puis envoya le message. À cet instant précis, quelque chose se brisa en lui. Pas violemment, plutôt comme une résignation lente, amère, celle d'un garçon qui accepte de se sacrifier pour préserver un équilibre qu'il n'a jamais choisi. Pendant ce temps, à l'institut, Anaïs avançait d'un pas rapide dans les couloirs, un dossier serré contre elle. Depuis des jours, elle portait sur ses épaules un poids qui ne cessait de grandir. Être chef, être responsable, ce n'était pas seulement gérer une brigade ou un service. C'était, parfois, devoir choisir entre l'éthique et la survie. Et ce matin-là, ce dilemme la rongeait plus que jamais. Dans son bureau, elle posa le dossier sur la table sans l'ouvrir. Elle connaissait déjà son contenu par cœur. Les chiffres, les menaces à peine voilées, les conséquences d'un refus. Castelmont n'avait jamais élevé la voix, jamais formulé ses exigences de manière brutale. C'était pire que ça. Tout était dit avec calme, avec une assurance glaçante, celle de quelqu'un qui sait qu'il a le pouvoir de faire tomber un empire en un claquement de doigts. Anaïs passa une main sur son visage, fatiguée. Elle se revoyait quelques heures plus tôt, face à Jeanne, essayant de rationaliser l'impensable. Sacrifier Léonard, un mot qu'elle n'aurait jamais cru prononcer un jour. Et pourtant, elle l'avait fait. Pas par cruauté, pas par indifférence, mais par peur. La peur de voir l'institut fermé. La peur d'être celle qui aurait tout perdu. Jeanne, elle, n'avait pas caché son malaise. Elle avait écouté, en silence d'abord, puis avait laissé éclater ce que son regard trahissait déjà. Pour elle, il y avait des lignes qu'on ne franchissait pas. Des compromis qui n'en étaient pas vraiment, mais qui ressemblaient à des renoncements irréversibles. Dans un autre bâtiment, l'atmosphère était tout aussi lourde, mais d'une manière plus sourde encore. Billy avançait sans but précis, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Depuis plusieurs jours, elle sentait que quelque chose lui échappait. Ferdinand était distant, nerveux, parfois presque agressif dans ses silences. Elle avait mis ça sur le compte de la pression, des histoires de famille, sans imaginer un instant l'ampleur du mensonge qui se jouait sous ses yeux. Elle s'arrêta devant le bureau d'Anaïs, sans raison particulière. Peut-être une intuition, peut-être ce besoin étrange de comprendre ce qui lui échappait. La porte n'était pas complètement fermée. À l'intérieur, des voix. Celle de Jeanne, reconnaissable entre toutes, tendue. Celle d'Anaïs, plus basse, plus posée, mais chargée d'une fatigue qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Billy resta immobile. Elle n'aurait pas dû écouter. Elle le savait, mais ses jambes refusèrent d'obéir. Les mots arrivèrent jusqu'à elle, clairs, tranchants, impossibles à ignorer. Le nom de Léonard, le chantage, le master, le départ forcé, et surtout cette phrase, qui la frappa de plein fouet, Anaïs était prête à laisser partir Léonard. Le monde sembla vaciller autour d'elle. Billy sentit une chaleur monter dans sa poitrine, un mélange de colère, de trahison et d'incompréhension. Léonard, sacrifié. Et Ferdinand, où était-il dans tout ça? Une certitude commençait à s'imposer à elle, lente, insidieuse, il savait. Il avait forcément su. Dans la cuisine pédagogique, l'ambiance était plus bruyante, mais pas plus légère. Marc observait la brigade avec une attention crispée. Le lancement de son livre de recettes aurait dû être un moment de fierté, presque de célébration. Pourtant, quelque chose le mettait mal à l'aise. Peut-être cette impression persistante d'être constamment jugé. Par les journalistes, par ses collègues, par lui-même. Zoé apparut timidement à l'entrée, tenant son plat avec une précaution presque excessive. Elle hésita, observa Marc de loin, puis s'approcha. Elle voulait juste un avis, un regard,
Une reconnaissance, peut-être. Mais Mark, pris dans son stress et son excitation, la repoussa presque mécaniquement. Pas par mépris, par rigidité, par cette incapacité à gérer l'imprévu quand il se sentait menacé. Zoé repartit sans un mot, le cœur serré. Elle n'avait pas seulement essuyé un refus. Elle avait eu la sensation d'être invisible. Une sensation qui faisait écho à tout le reste. Sa note, son manque de soutien, cette impression que certains partaient avec une longueur d'avance quand d'autres devaient constamment prouver qu'ils méritaient leur place. Au comptoir de Jude, plus tard, elle se confia à Solal, les mots sortant avec difficulté. Elle ne cherchait pas de solution, seulement quelqu'un pour entendre ce qu'elle n'osait plus dire à voix haute, qu'elle se sentait injustement jugée et profondément découragée. Dans l'ombre de ces drames intimes, une autre partie se jouait, plus politique, plus froide. À l'hôtel Jourdain, Storek faisait face à Castelmont. Deux hommes que tout opposait, mais que la nécessité rapprochait. Le ton était courtois, presque amical. Pourtant, chaque phrase était une négociation, chaque sourire une concession. Castelmont posa ses conditions sans détour. Storek accepta, conscient que cet arrangement ferait grincer des dents, mais convaincu qu'il n'avait plus le choix. À l'Institut, Ismaël annonça la nouvelle à Andrea, Denis et Jeanne. Castelmont n'avait rien cédé, rien n'était gratuit. Une fois encore, le pouvoir de l'argent venait dicter ses règles. Lorsque Dominique fit son entrée à l'Institut, l'attention se détourna un instant de ces tensions invisibles. Grand-père de Jim, passionné de gastronomie, il observa les lieux avec un regard curieux, presque critique. Sa présence, imprévue, allait bientôt réveiller d'autres blessures, d'autres injustices, mais pour l'instant, personne ne mesurait encore l'onde de choc qu'il allait provoquer. À ce moment-là, Léonard entra dans la cour, son téléphone toujours à la main. Le message était envoyé, le choix fait. Il leva les yeux vers l'Institut, comme pour graver une dernière fois ce décor dans sa mémoire. Il ignorait encore que, derrière ces murs, une décision bien plus radicale était en train de mûrir. Une décision qui allait tout remettre en question. Et tandis que chacun avançait, enfermé dans ses propres certitudes ou ses propres mensonges, une phrase n'avait pas encore été prononcée. Une phrase qui, bientôt, allait résonner comme une déclaration de guerre. Mais pour l'instant, le silence dominait encore. Un silence lourd, chargé de renoncement, et de révolte à venir. Le silence qui suivit cette matinée chargée n'avait rien d'apaisant. Il s'étirait dans l'Institut comme une attente fébrile, une respiration retenue avant l'impact. Chacun poursuivait ses activités, mais les gestes manquaient de précision, les regards se perdaient trop souvent dans le vide. L'Institut fonctionnait encore, oui, mais sur une ligne fragile, prête à céder au moindre choc. Billy, elle, n'avait pas bougé depuis qu'elle s'était éloignée du bureau d'Anaïs. Elle errait dans les couloirs, incapable de revenir sur ses pas, incapable aussi de faire semblant. Les mots entendus tournaient en boucle dans sa tête, se mélangeant à d'autres souvenirs, d'autres confidences. Léonard, le chantage, le sacrifice, et cette certitude qui s'imposait à elle, de plus en plus lourde, Ferdinand était impliqué. Pas directement, peut-être, mais suffisamment pour que son silence devienne une trahison. Elle le trouva finalement dans un espace presque vide, adossé à une table, les bras croisés, le regard fixé sur un point invisible. Il ne la vit pas tout de suite. Lorsqu'il leva enfin les yeux, il comprit immédiatement que quelque chose avait basculé. Le visage de Billy ne laissait aucune place au doute. Il y avait dans son regard une froideur nouvelle, une détermination qui lui glaça le sang. Elle ne cria pas, elle ne l'accusa pas non plus, du moins pas immédiatement. Elle se contenta de lui demander s'il savait. La question, simple en apparence, portait en elle tout le poids de ce qu'elle avait découvert. Ferdinand hésita, une fraction de seconde, une hésitation minuscule, mais suffisante. À cet instant précis, Billy comprit. Elle n'avait plus besoin d'entendre la suite. Il tenta de se justifier, maladroitement, parlant de pression familiale, de Castelmont, de décisions qui le dépassaient. Plus il parlait, plus il s'enfonçait. Billy, elle, l'écoutait sans vraiment entendre. Chaque mot confirmait ce qu'elle redoutait déjà, il avait su. Et il avait choisi de se taire. Quand elle prit enfin la parole, sa voix était calme, presque trop. Elle lui rappela tout ce qu'elle lui avait confié sur Valdine, sur les manipulations, sur la violence morale de ces hommes qui utilisent les autres comme des pions. Elle lui dit qu'elle avait cru, naïvement peut-être, qu'il était différent. Qu'il ne ferait jamais ça. Pas à elle, pas à Léonard. La rupture fut brutale. Pas de larmes, pas de scène, juste des mots tranchants, définitifs. Elle le qualifiait de pervers, non pas par provocation, mais parce que le terme lui semblait soudain d'une justesse implacable. En restant silencieux, il avait participé au même système qu'il prétendait condamner. Et ça, elle ne pouvait ni l'excuser, ni l'oublier. Ferdinand resta seul après son départ, vidé, incapable de la retenir.
Pour la première fois, il mesurait réellement le prix de sa lâcheté. Mais il était déjà trop tard. Certains silences, une fois brisés, laissent derrière eux des ruines impossibles à reconstruire. Dans un autre registre, tout aussi chargé émotionnellement, Marc faisait face à sa propre remise en question. La présence de Dominique à l'Institut ne cessait de le perturber. Cet homme, qu'il connaissait à peine, avait pourtant mis le doigt sur quelque chose de profondément inconfortable. La manière d'évaluer, la façon dont certains élèves, sans le vouloir, étaient avantagés quand d'autres devaient lutter contre des obstacles invisibles. Lorsque Dominique évoqua le travail de Zoé, parlant d'une assiette qu'il jugeait remarquable, Marc sentit une gêne monter en lui. Il se souvenait parfaitement de cette note, de ce 8/20 qu'il avait attribué sans vraiment chercher à comprendre ce qui se cachait derrière. Il n'avait pas voulu être dérangé. Il avait refusé l'imprévu. Et maintenant, il en payait le prix moral. La confrontation avec Zoé fut maladroite, mais nécessaire. Il alla la voir en cuisine, conscient qu'il marchait sur un terrain miné. Il lui demanda pourquoi elle ne lui avait pas parlé de ses difficultés personnelles. La question, pourtant sincère, sonnait presque comme un reproche. Zoé, blessée mais digne, lui répondit qu'elle n'avait pas voulu se justifier, ni mendier de l'indulgence. Elle voulait être jugée pour ce qu'elle produisait, rien de plus. Ces mots frappèrent Marc de plein fouet. Il réalisa à quel point son exigence, qu'il croyait juste et équitable, pouvait parfois devenir aveugle. Alors il fit quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de faire, il reconnut implicitement son erreur. Il lui proposa une seconde chance. Un nouvel examen, une recette imposée, 3 heures pour prouver ce qu'elle valait vraiment. Mais il posa une condition, presque cruelle, pas moins de 16. Pas pour la punir, mais parce qu'il voulait être certain de ne pas se tromper une seconde fois. Zoé accepta sans hésiter. Elle n'avait jamais eu peur du travail. Ce qui lui faisait peur, c'était l'injustice. Et pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression qu'on lui offrait enfin une vraie possibilité de se battre à armes égales. Pendant ce temps, Jeanne ne parvenait plus à masquer son inquiétude. Les informations s'accumulaient, toutes plus alarmantes les unes que les autres. Léonard avait accepté le master. Castelmont continuait d'exercer une pression constante. Et Anaïs, malgré son calme apparent, semblait de plus en plus tiraillée. Lorsqu'elle entra dans le bureau d'Anaïs pour lui annoncer que Castelmont avait forcé l'inscription de Léonard, Jeanne ne prit aucun détour. Elle parla d'injustice, d'un gamin qu'on manipulait, d'une limite franchie. Elle refusa catégoriquement l'idée de sacrifier un élève, quel qu'en soit le prix. Anaïs l'écouta en silence. Chaque mot résonnait en elle avec une intensité nouvelle. Ce qu'elle avait tenté de rationaliser jusque-là devenait soudain indéfendable. Elle se rendait compte que, sous couvert de protéger l'Institut, elle était en train de trahir ce qui en constituait l'essence même. À cet instant précis, Billy, encore sous le choc de sa rupture, passa devant le bureau. Elle entendit des bribes de conversation, suffisamment pour comprendre qu'Anaïs avait envisagé de laisser partir Léonard. La douleur qu'elle ressentit alors fut différente de celle provoquée par Ferdinand. Plus profonde, plus désarmante. Anaïs était un repère, une figure de confiance, et découvrir qu'elle avait pu accepter une telle idée la laissait sans voix. Elle n'entra pas, elle ne confronta personne. Elle partit, simplement, le cœur lourd, avec la sensation que tout ce qu'elle croyait solide était en train de se fissurer. Dans les couloirs, Léonard croisait des visages familiers sans vraiment les voir. Il portait désormais en lui le poids de son choix, et ce poids l'isolait. Il n'avait encore parlé à personne de son message à Castelmont. Il se disait qu'il trouverait le bon moment. Mais au fond, il savait que ce moment n'existait pas. Comment expliquer qu'on accepte de partir pour sauver un lieu qu'on aime, sans passer pour un lâche ou un traître? À ce moment-là, l'Institut était plus que jamais au bord d'un basculement. Les décisions prises dans l'ombre commençaient à produire leurs effets. Les relations se tendaient, les certitudes vacillaient. Et quelque part, dans le silence d'un bureau, une phrase commençait à se former dans l'esprit d'Anaïs. Une phrase simple, radicale, irréversible. Elle n'était pas encore prête à la prononcer, mais elle savait désormais qu'elle ne pourrait plus l'éviter. La tension avait changé de nature. Elle n'était plus diffuse, ni seulement ressentie par ceux qui savaient. Elle s'installait désormais dans chaque recoin de l'Institut, contaminant les échanges les plus banals, transformant les silences en prise de position involontaire. Quelque chose était en train de se jouer, et chacun, qu'il le veuille ou non, se retrouvait embarqué dans ce mouvement irréversible. Anaïs passa une grande partie de l'après-midi enfermée dans son bureau. Elle avait annulé un rendez-vous, repoussé un appel, laissé un message sans réponse. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait besoin de s'extraire du bruit, de se confronter seule à ce qu'elle ressentait réellement. Sur la table, les documents liés à Castelmont restaient ouverts, comme une provocation silencieuse. Elle les regardait sans vraiment les voir, son esprit revenant sans cesse à la même image,
Léonard, contraint de partir, sans avoir rien demandé, sans avoir rien fait d'autre que croire en cet endroit. Elle se souvenait de son arrivée à l'institut, de ses propres doutes, de cette impression de devoir constamment prouver qu'elle méritait sa place. À l'époque, d'autres avaient cru en elle. Ils lui avaient tendu la main quand tout semblait incertain. Était-elle en train d'oublier ce qu'on lui avait offert, à force de vouloir protéger une structure devenue trop lourde à porter? Jeanne, de son côté, n'arrivait plus à tenir en place. Elle faisait les 100 pas dans les couloirs, s'arrêtait pour échanger quelques mots avec un collègue, repartait aussitôt. Elle sentait que le temps jouait contre elle. Chaque heure qui passait sans réaction renforçait la position de Castelmont, normalisait l'idée qu'un élève pouvait être utilisé comme monnaie d'échange. Et cette idée-là, Jeanne ne pouvait pas l'accepter. Elle entra finalement dans le bureau d'Anaïs sans frapper. Le regard qu'elles échangèrent suffit à comprendre qu'elles étaient arrivées au même point, par des chemins différents. Anaïs leva lentement les yeux, comme si elle sortait d'un long tunnel intérieur. Jeanne n'eut pas besoin de parler immédiatement. Le silence entre elles n'était plus un évitement, mais une reconnaissance mutuelle. Anaïs finit par murmurer qu'elle avait eu peur. Peur de tout perdre, peur d'être celle qui aurait laissé l'institut s'effondrer. Le dire à voix haute la surprit elle-même. Jeanne l'écouta sans l'interrompre, consciente que cette confession était un tournant. Lorsqu'Anaïs ajouta qu'elle ne se reconnaissait plus dans cette peur, Jeanne sut que la décision était déjà prise, même si elle n'était pas encore formulée. Pendant ce temps, Léonard s'était réfugié dans une salle presque vide, à l'écart des cuisines. Il s'était assis face à une table froide, les mains jointes, comme pour empêcher ses pensées de s'échapper. Il n'avait parlé à personne. Pas même à Ismaël, qui avait pourtant tenté de l'approcher. Il n'en avait pas la force. Dire la vérité, c'était la rendre irrévocable. Tant qu'il gardait le silence, il pouvait encore prétendre que rien n'était décidé. Son téléphone vibra à nouveau. Un message de Castelmont, court, poli, presque bienveillant. Il confirmait la prise en compte de son inscription, ajoutant quelques mots sur les opportunités que ce master pourrait lui offrir. Léonard sentit une vague de colère monter en lui. Tout était formulé comme une chance, comme un cadeau. Jamais comme ce que c'était réellement, une contrainte déguisée. Il pensa à son père, à cette figure absente et pourtant omniprésente, à ce regard qui avait toujours su peser sans jamais se montrer frontalement. Il se demanda s'il avait réellement eu le choix, ou si toute sa vie n'avait été qu'une succession de décisions prises à sa place. Cette pensée le fit vaciller. Il serra les poings, tentant de se reprendre. Partir était peut-être une fuite. Mais rester, dans ces conditions, lui semblait tout aussi insupportable. Dans un autre coin de l'institut, Billy s'était isolée à son tour. La rupture avec Ferdinand continuait de résonner en elle, mais ce n'était plus seulement une histoire de couple. C'était devenu un symbole, celui de tout ce qu'elle refusait désormais de tolérer. Les compromis toxiques, les silences confortables, les excuses qui masquent des lâchetés. Elle repensait à Anaïs, à la confiance qu'elle lui avait accordée sans réserve. La déception était encore vive, mais une part d'elle refusait de croire que tout était perdu. Elle connaissait Anaïs. Elle savait qu'elle était capable de se remettre en question, même quand cela faisait mal. Cette certitude fragile l'empêchait de sombrer complètement. Lorsque Billy croisa Léonard dans un couloir, leurs regards se rencontrèrent brièvement. Aucun mot ne fut échangé, mais quelque chose passa entre eux. Une reconnaissance mutuelle de leur fatigue, de leur solitude. Billy comprit alors qu'il portait un poids bien plus lourd que ce qu'elle avait imaginé. Et Léonard, en voyant la détermination froide dans ses yeux, sentit qu'elle avait elle aussi franchi un point de non-retour. Dans les cuisines, Zoé s'entraînait sans relâche. Elle répétait les gestes, recommençait une préparation, ajustait un assaisonnement. L'examen du lendemain occupait toutes ses pensées, mais ce n'était pas la note qui l'obsédait. C'était la possibilité, enfin, d'être jugée autrement. De ne plus être réduite à un chiffre posé trop vite. Cette concentration intense était sa manière de reprendre le contrôle, dans un environnement où tant d'autres décisions lui échappaient. Marc l'observait de loin, sans intervenir. Il voyait dans son acharnement un reflet de ses propres contradictions. Il se demandait combien d'autres élèves il avait peut-être blessés, sans même s'en rendre compte, au nom d'une exigence qu'il croyait juste. Cette remise en question le mettait profondément mal à l'aise, mais il savait qu'elle était nécessaire. Dominique, sans le vouloir, avait ouvert une brèche qu'il ne pouvait plus ignorer. À la fin de la journée, l'institut semblait suspendu. Les cours s'achevaient, les couloirs se vidaient lentement, mais personne n'avait réellement l'impression que la journée était terminée. Quelque chose restait en attente, comme un souffle retenu. Anaïs se leva enfin de son bureau. Elle échangea un dernier regard avec Jeanne. Plus aucun mot n'était nécessaire. Elles savaient toutes les deux ce qu'il fallait faire. Ce que cela allait coûter. Ce que cela allait provoquer. Mais aussi ce que cela allait préserver. Au fond d'elle-même, Anaïs sentait la peur reculer,
remplacée par une forme de lucidité presque douloureuse. Elle ne savait pas encore comme tout cela finirait. Mais une chose était certaine, elle ne pouvait plus continuer ainsi. Et désormais, elle était prête à affronter les conséquences. La réunion fut fixée sans tambour ni trompette. Aucun mail officiel, aucun intitulé dramatique. Juste un créneau, un lieu, et une certitude partagée entre Anaïs et Jeanne. Il n'y aurait pas de retour en arrière possible une fois la porte refermée. L'Institut, sans le savoir encore, avançait vers l'un de ces moments charnières où une décision ne se mesure pas à ses conséquences immédiates, mais à ce qu'elle révèle de ceux qui la prennent. Anaïs arriva la première dans le bureau. Elle posa son sac, inspira profondément, puis resta debout quelques secondes, comme pour s'ancrer. Elle n'avait jamais aimé les confrontations directes, encore moins celles où l'équilibre des forces semblait si déséquilibré. Castelmont maîtrisait les codes, les leviers économiques, le langage feutré des menaces qui n'en sont pas vraiment. Mais ce matin-là, elle sentait quelque chose de différent en elle. Une clarté froide, presque apaisante. Jeanne entra à son tour, refermant la porte derrière elle avec un soin particulier. Son visage était fermé, déterminé. Elle avait cessé d'argumenter intérieurement, cessé de chercher une solution alternative. Il ne restait plus qu'une ligne droite à suivre, aussi dangereuse soit-elle. Castelmont ne se fit pas attendre. Lorsqu'il entra, son attitude était exactement celle qu'on attendait de lui. Calme, souriant, parfaitement à l'aise. Il salua les deux femmes avec une politesse étudiée, comme s'il s'agissait d'un simple rendez-vous professionnel parmi tant d'autres. Rien, dans son comportement, ne laissait présager l'ampleur de ce qui allait se jouer. Il prit place, croisa les mains sur la table, et attendit. Ce silence-là, il le maîtrisait. Il savait qu'il mettait l'autre mal à l'aise, qu'il forçait celui qui parlait en premier à se découvrir. Mais cette fois, ce fut Anaïs qui soutint son regard sans ciller. Elle n'avait plus rien à négocier. Elle commença par évoquer Léonard. Son parcours, son investissement, ce qu'il représentait pour l'Institut. Castelmont écoutait, hochant la tête, feignant l'intérêt, comme s'il s'agissait d'un rappel inutile. Lorsqu'elle aborda le chantage, il ne nia pas. Il se contenta de reformuler, parlant d'opportunités, de choix stratégiques, de sacrifices nécessaires. Le mot sacrifice, prononcé avec tant de légèreté, fit se crisper Jeanne. C'est alors qu'Anaïs posa les mots qu'elle avait longuement retenus. Elle dit que Léonard ne partirait pas. Pas comme ça, pas sous la contrainte. Elle affirma que l'Institut ne céderait plus à ce type de pression. La phrase tomba, nette, sans emphase. Castelmont eut un léger sourire, presque attendri. Il répondit qu'il comprenait l'attachement émotionnel, mais que la réalité économique était tout autre. Que l'Institut avait besoin de lui. Que sans son soutien, les conséquences seraient lourdes. Jeanne intervint à son tour. Elle parla d'éthique, de responsabilité, du message envoyé aux élèves quand on accepte qu'un jeune soit utilisé comme une variable d'ajustement. Castelmont la regarda avec une pointe d'agacement. Pour lui, ces considérations relevaient d'un idéalisme dangereux. Il rappela les chiffres, les contrats, la plainte de Storek encore en suspens. Tout ce qu'il avait soigneusement préparé pour rendre leur refus impossible. Le silence qui suivit fut plus dense que tous les discours. Anaïs se leva lentement. Elle sentit son cœur battre plus fort, mais sa voix resta stable lorsqu'elle parla. Elle déclara que l'Institut préférerait fermer ses portes plutôt que de céder à ce chantage. Que s'il fallait mettre la clé sous la porte, elle le ferait. Mais qu'elle ne vendrait jamais un élève. La phrase résonna dans la pièce comme un coup sec. Castelmont, pour la première fois, perdit son sourire. Il tenta de reprendre la main, évoquant l'irresponsabilité d'un tel choix, les emplois menacés, les élèves eux-mêmes pénalisés par une fermeture. Anaïs l'écouta jusqu'au bout, sans l'interrompre. Puis elle ajouta, plus doucement, mais avec une fermeté implacable, que la responsabilité ne consistait pas à survivre à n'importe quel prix, mais à rester fidèle à ce qu'on prétend défendre. Lorsque Castelmont quitta le bureau, son regard n'avait plus rien de condescendant. Il était froid, calculateur. Il savait que la partie venait de changer de terrain. Et il détestait ça. Dans le couloir, Jeanne sentit ses jambes trembler légèrement. La décision était prise. Maintenant, il fallait l'assumer. Elle regarda Anaïs, cherchant un signe de doute. Elle n'en trouva aucun, seulement une fatigue immense, mêlée à une étrange sérénité. La nouvelle se propagea rapidement, sans annonce officielle, par ces circuits informels qui traversent toute institution vivante. Dans les cuisines, dans les salles de cours, au détour d'un couloir, on murmurait que quelque chose de grave venait de se passer. Que Castelmont avait été défié. Que l'Institut risquait gros. Léonard fut l'un des derniers à l'apprendre. Ismaël le trouva enfin et lui expliqua, maladroitement, ce qui venait de se produire. Au début, Léonard crut mal comprendre. Il demanda de répéter. Lorsqu'il réalisa que l'Institut avait refusé le chantage,
que son départ n'était plus exigé, une vague d'émotions contradictoires le submergea. Le soulagement, bien sûr, mais aussi une culpabilité violente. Tout ça, à cause de lui. Il se rendit devant le bureau d'Anaïs sans réfléchir. Lorsqu'elle le vit entrer, elle comprit immédiatement ce qu'il avait appris. Il tenta de parler, de s'excuser, d'expliquer son message envoyé à Castelmont. Anaïs l'arrêta d'un geste. Elle lui dit qu'il n'avait rien à se reprocher, qu'il avait agi comme il avait pu, sous une pression qu'aucun jeune ne devrait subir. Elle ajouta que ce n'était pas à lui de porter le poids de cette décision. Ces mots touchèrent Léonard plus profondément qu'il ne l'aurait cru. Pour la première fois depuis des jours, il sentit qu'il pouvait respirer. Mais derrière ce soulagement se profilait une inquiétude nouvelle. Que se passerait-il maintenant? Billy, elle aussi, apprit la nouvelle. Et pour la première fois depuis sa rupture, quelque chose se desserra en elle. Elle n'oubliait pas ce qu'elle avait entendu, ni la douleur ressentie. Mais savoir qu'Anaïs avait finalement refusé le chantage lui rendait une part de confiance. Pas encore entière, mais suffisante pour ne pas sombrer. Dans un coin de l'institut, Ferdinand, lui, comprit que tout lui échappait définitivement. Son père avait perdu la main, au moins provisoirement. Et Billy, elle, ne reviendrait pas. Il se retrouvait face à ses choix, sans l'ombre protectrice du silence. Et cette solitude-là était peut-être la sanction la plus dure. À la fin de la journée, l'institut n'était ni sauvé, ni condamné. Il se trouvait dans un entre-deux instable, suspendu à des conséquences encore invisibles. Mais une chose avait changé irrémédiablement, une ligne avait été tracée. Et désormais, plus personne ne pouvait faire semblant de ne pas la voir. Les lendemains de décisions irrévocables n'ont jamais le goût de la victoire. À l'Institut Auguste Armand, l'air semblait plus lourd encore que la veille, comme si chacun marchait avec la conscience aiguë d'avoir franchi un seuil invisible. La tempête n'avait pas éclaté, mais tout le monde sentait qu'elle approchait. Les sourires étaient prudents, les échanges mesurés, et derrière chaque regard se cachait la même question muette. Jusqu'où tout cela allait-il aller? Anaïs n'avait presque pas dormi. La nuit avait été ponctuée de réveils brusques, de pensées en boucle, de scénarios qu'elle n'arrivait pas à chasser. Elle savait que sa phrase, celle qu'elle avait prononcée face à Castelmont, continuerait de résonner longtemps. Elle ne regrettait rien, mais la certitude morale n'effaçait pas la peur des conséquences. Mettre la clé sous la porte n'était plus une figure de style, c'était désormais une possibilité concrète, suspendue au-dessus de l'institut comme une épée silencieuse. Jeanne, elle, arrivait plus tôt que d'habitude. Elle observait les élèves entrer, discutant à voix basse, conscient que quelque chose de grave se jouait sans toujours en saisir tous les contours. Cette vision la conforta dans leur décision. Ces jeunes-là n'étaient pas des pions, ni des garanties financières. Ils étaient la raison même de l'existence de l'institut. Et si celui-ci devait tomber, ils tomberaient debout. Dans les cuisines, l'ambiance était étrange. Le travail continuait, précis, presque mécanique, mais chacun semblait à l'affût du moindre signe, du moindre bruit de couloir. Certains élèves avaient entendu parler d'un bras de fer avec Castelmont, d'autres murmuraient que la faillite n'était plus qu'une question de temps. Cette inquiétude diffuse se traduisait par une nervosité inhabituelle, des gestes plus secs, des regards fuyants, des silences prolongés. Léonard, malgré le soulagement éprouvé la veille, se sentait toujours profondément troublé. Il avait annulé mentalement son départ, mais le poids de ce qu'il avait déclenché restait là, tenace. Il se surprenait à analyser chaque échange, à guetter un reproche implicite, une trace de rancœur. Rien ne venait, au contraire, certains regards semblaient plus bienveillants qu'avant, comme s'il incarnait malgré lui ce que l'Institut avait choisi de défendre. Cette attention le mettait mal à l'aise. Il n'avait jamais voulu devenir un symbole. Il aurait préféré rester invisible, continuer à travailler, à apprendre, sans être au centre d'un conflit qui le dépassait. Pourtant, il ne pouvait ignorer que son histoire avait servi de déclencheur. Cette pensée oscillait en lui entre gratitude et culpabilité. Billy, de son côté, avançait dans une solitude nouvelle. La rupture avec Ferdinand n'était plus une blessure brûlante, mais une douleur sourde, persistante. Elle avait cessé de pleurer, cessé aussi de chercher des explications. Elle savait désormais que certaines lignes ne se franchissaient pas. Pourtant, le vide laissé par cette relation la rattrapait parfois, dans les moments de fatigue ou de silence. La décision d'Anaïs avait cependant agi comme un point d'ancrage. Billy n'oubliait pas la conversation surprise, ni la violence de ce qu'elle avait ressenti en découvrant qu'un sacrifice avait été envisagé. Mais elle voyait aussi le courage qu'il avait fallu pour revenir en arrière, pour dire non là où tant aurait continué à négocier. Cette nuance ne réparait pas tout, mais elle empêchait la rupture totale. Elle se surprit même à éprouver une forme de respect nouveau pour Anaïs, mêlée d'une prudence désormais irréversible. Ferdinand, lui, semblait évoluer dans un autre espace-temps.
L'institut continuait de vivre autour de lui, mais il s'y sentait étranger. Le regard des autres avait changé. Pas d'hostilité franche, mais une distance perceptible, comme si son silence passé le définissait désormais davantage que ses paroles. Il comprenait, enfin, ce que signifiait être associé à un système qu'on prétend pourtant désapprouver. L'absence de Billy se faisait sentir avec une acuité particulière. Elle n'était plus là pour tempérer ses doutes, pour l'obliger à se confronter à lui-même. Et cette solitude avait un goût amer. Il pensait à son père, à Castelmont, à cette éducation faite de calculs et de stratégie. Pour la première fois, il se demandait sincèrement s'il n'était pas en train d'en payer le prix. Pendant ce temps, Marc suivait de près la préparation de Zoé. L'examen approchait, et il percevait chez elle une concentration presque fébrile. Elle ne parlait presque plus, se contentant de travailler, encore et encore, comme si tout se jouait dans ses gestes répétés. Marc observait, tiraillé entre son exigence habituelle et une inquiétude nouvelle. Il avait fixé la barre haut, très haut, et il se demandait désormais si cette pression était une véritable chance, ou un risque supplémentaire. Zoé, elle, n'envisageait pas l'échec. Pas par arrogance, mais parce qu'elle ne s'autorisait pas à penser à l'après. Elle avait trop longtemps douté d'elle-même pour reculer maintenant. Chaque mouvement, chaque ajustement de recette était une manière de reprendre possession de sa place, de prouver qu'elle ne demandait ni faveur ni indulgence, seulement une reconnaissance équitable. Dominique observait tout cela avec un regard extérieur, mais loin d'être indifférent. Il voyait les failles du système, les tensions générationnelles, les injustices parfois invisibles à ceux qui les produisent. Il sentait que l'Institut traversait une crise plus profonde qu'un simple conflit financier. Une crise de sens, et cette intuition le poussait à s'interroger sur le rôle qu'il devait, ou non, jouer dans cette histoire. À mesure que la journée avançait, l'attente devenait presque insupportable. Castelmont n'avait pas réagi publiquement. Aucun communiqué, aucun appel. Ce silence inquiétait autant qu'une menace ouverte. Anaïs le savait, ce genre d'homme ne réagit jamais dans la précipitation. Il observe, il calcule, il prépare la suite. Et cette suite pourrait être brutale. En fin d'après-midi, alors que l'Institut semblait suspendu dans cette incertitude pesante, Anaïs se retrouva seule un instant. Elle regarda autour d'elle, les cuisines, les salles de cours, ces lieux qui avaient façonné tant de parcours. Elle se demanda si elle était prête à tout perdre pour les protéger. La réponse, désormais, ne faisait plus vraiment de doute. Ce qui l'effrayait, ce n'était plus la chute éventuelle, mais l'idée de renoncer à ce qu'elle venait de défendre. Et pendant que chacun affrontait ses propres démons, une certitude s'imposait peu à peu. La décision prise n'était pas seulement un refus. C'était un acte fondateur, un point de rupture qui allait forcer tous les protagonistes à se positionner, à sortir de l'ambiguïté. La suite ne dépendait plus uniquement d'Anaïs et de Jeanne. Elle allait se jouer dans les réactions, les alliances, les trahisons peut-être. Et surtout, dans la capacité de chacun à assumer ce que cette phrase avait mis en mouvement. La journée suivante s'ouvrit sur une impression étrange, presque irréelle. L'Institut Auguste Armand était toujours debout, les cours toujours assurés, les cuisines toujours en activité. Et pourtant, quelque chose avait irrémédiablement changé. Ce n'était plus seulement une crise latente, mais un état de vigilance permanent. Chaque décision, chaque mot prononcé semblait désormais porteur de conséquences plus larges qu'avant. Anaïs ressentait cette tension dans le moindre de ses gestes. Elle répondait aux questions, participait aux échanges, mais son esprit restait en alerte constante. Elle attendait un signe, une réaction, une contre-attaque. Le silence de Castelmont, loin de la rassurer, nourrissait une inquiétude sourde. Elle savait que ce type d'homme ne reculait jamais sans préparer un nouveau terrain d'affrontement. Jeanne partageait cette intuition. Elle suivait de près les mouvements internes, attentive aux rumeurs, aux réactions des élèves comme des enseignants. Elle percevait une forme de solidarité nouvelle, fragile mais réelle, qui se dessinait peu à peu. Certains professeurs, d'ordinaire discrets, prenaient position à demi-mot. D'autres, plus prudents, se contentaient d'observer. Mais personne ne pouvait prétendre ignorer ce qui se jouait désormais. Dans les couloirs, les élèves murmuraient. Les mots « fermeture »,« faillite »,« chantage » circulaient avec une gravité inhabituelle. Cette prise de conscience collective, si elle inquiétait, provoquait aussi un étrange effet de cohésion. Beaucoup comprenaient, parfois confusément, que la décision d'Anaïs n'avait pas été prise contre eux, mais pour eux. Léonard sentait ce regard nouveau posé sur lui. Certains venaient lui parler, maladroitement, comme pour lui dire qu'ils étaient là. D'autres se contentaient d'un sourire, d'un signe discret. Il accueillait ces marques de soutien avec gratitude, mais aussi avec une gêne persistante. Il ne voulait pas être celui par qui tout cela était arrivé. Et pourtant, il commençait à accepter qu'il n'était plus possible de revenir à l'avant.
Il croisa Anaïs en fin de matinée. Leur échange fut bref, presque banal, mais chargé d'un non-dit puissant. Elle lui demanda simplement comment il allait. Il répondit honnêtement, parlant d'un mélange de soulagement et de peur. Anaïs hocha la tête, consciente que ces deux émotions cohabitaient désormais en chacun d'eux. Elle lui rappela qu'il n'était pas responsable de la situation, que son rôle était de continuer à apprendre, à avancer. Léonard acquiesça, même s'il savait que les choses ne seraient plus jamais aussi simples. Billy, quant à elle, tentait de se reconstruire dans cette nouvelle réalité. Elle se jetait dans le travail, dans les discussions avec ses amis, évitant soigneusement de penser à Ferdinand plus que nécessaire. Mais les souvenirs revenaient parfois, sans prévenir. Les moments partagés, les promesses implicites, tout ce qui avait été brisé par un silence de trop. Elle ne regrettait pas sa décision, mais elle en mesurait chaque jour le prix. Lorsqu'elle croisa Ferdinand dans un couloir, leurs regards se croisèrent brièvement. Aucun mot ne fut échangé. Il y avait dans ce silence une reconnaissance tacite de ce qui avait été perdu. Ferdinand semblait fatigué, plus vulnérable qu'à l'accoutumée. Billy détourna les yeux, consciente que la compassion ne devait pas devenir une porte entr'ouverte. Certaines ruptures n'admettaient pas de retour en arrière. Ferdinand, de son côté, vivait ce rejet comme une lente désintégration. Il commençait à comprendre que son choix de se taire avait été un choix en soi. Et que ce choix avait défini la manière dont les autres le percevaient désormais. Son père restait silencieux, mais cette absence de réaction n'avait rien de rassurant. Ferdinand sentait confusément que Castelmont préparait autre chose, et que les retombées pourraient le dépasser. Dans les cuisines, l'examen de Zoé approchait. L'atmosphère y était électrique. Marc observait chaque détail, partagé entre une exigence professionnelle intacte et une conscience nouvelle de sa responsabilité. Il se demandait si cette épreuve serait une réparation ou une épreuve supplémentaire imposée à une élève déjà fragilisée. Mais il savait aussi que revenir en arrière serait une autre forme d'injustice. Zoé entra dans la salle d'examen avec une concentration presque froide. Elle ne tremblait pas, elle n'hésitait pas, chaque geste était précis, maîtrisé. Elle ne cherchait pas à impressionner, seulement à être juste. À mesure que le temps passait, Marc voyait se dessiner une assiette qui ne laissait aucune place au doute. Pas parfaite, mais sincère, aboutie, habitée. Dominique observait la scène en silence. Il voyait dans ce moment une métaphore de ce que vivait l'Institut tout entier, une mise à l'épreuve, brutale mais révélatrice. Il songea que parfois, il fallait frôler la rupture pour retrouver l'essentiel. En fin de journée, la tension monta d'un cran. Un appel arriva enfin. Castelmont avait demandé à parler à Anaïs. Le message était bref, sans précision. Jeanne fut immédiatement prévenue. Les deux femmes échangèrent un regard lourd de sens. Le moment qu'elles redoutaient était arrivé. Anaïs se rendit dans son bureau, referma la porte, inspira profondément avant de décrocher. La voix de Castelmont était calme, presque cordiale. Trop, il parla de réflexion, de recul, de conséquences. Il n'énonça aucune menace directe, mais laissa entendre que certaines portes allaient se fermer, que certains soutiens allaient se retirer. Anaïs l'écouta sans l'interrompre. Lorsqu'elle répondit, elle se contenta de répéter ce qu'elle avait déjà dit. L'Institut ne céderait pas. Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quelle réplique. Castelmont finit par raccrocher, sans un mot de plus. Anaïs resta immobile quelques secondes, le téléphone à la main. Elle savait que ce coup de fil marquait la fin d'une illusion, celle d'un compromis possible. Lorsqu'elle sortit du bureau, Jeanne l'attendait. Elles n'eurent pas besoin de parler longuement. Elle savait désormais que la confrontation entrait dans une phase plus dure. Plus exposée, plus risquée. À cet instant précis, l'Institut se retrouvait à la croisée des chemins. Les protections habituelles disparaissaient, les masques tombaient, chacun allait devoir choisir son camp, assumer ses valeurs, accepter les conséquences. Et au milieu de cette tempête annoncée, une certitude s'imposait lentement mais sûrement. Quoi qu'il arrive, rien de ce qui avait été défendu ne pourrait être effacé. Même si l'Institut devait tomber, il ne tomberait pas dans le renoncement. La nuit tomba sur l'Institut Auguste Armand avec une lenteur inhabituelle, comme si le temps lui-même hésitait à tourner la page. Les lumières restaient allumées plus longtemps que d'ordinaire, les silhouettes se déplaçaient encore dans les couloirs alors que les cours étaient terminés depuis longtemps. Personne n'avait vraiment envie de rentrer. Rester ici, même dans l'attente et l'incertitude, semblait plus rassurant que d'affronter seul les questions qui s'accumulaient. Anaïs s'était installée à son bureau, sans réellement travailler. Les dossiers ouverts devant elle n'étaient plus que des prétextes. Son esprit revenait sans cesse sur la même scène, le regard de Castelmont lorsqu'elle lui avait tenu tête. Ce regard-là ne s'oubliait pas. Il ne contenait ni colère explosive, ni menace immédiate, mais quelque chose de plus inquiétant encore, la certitude froide de quelqu'un qui n'a pas dit son dernier mot. Jeanne la rejoignit un peu plus tard.
Elle posa son manteau sur une chaise et s'assit en face d'Anaïs, en silence. Ce silence n'était plus pesant. Il était devenu leur langage commun, celui de deux femmes conscientes d'avoir franchi une limite irréversible. Jeanne finit par dire que, quoi qu'il arrive, elles avaient fait ce qu'il fallait. Pas ce qui était facile, ni même ce qui garantissait un avenir stable, mais ce qui leur permettrait de se regarder en face. Anaïs acquiesça. Elle se rendait compte que, pour la première fois depuis longtemps, elle ne cherchait plus à anticiper tous les scénarios possibles. Elle acceptait l'idée que certaines conséquences lui échappaient désormais. Cette acceptation, loin de l'affaiblir, lui donnait une forme de paix inattendue. Elle avait dit non, et ce non avait du sens. Dans une autre partie de l'institut, Léonard discutait avec Ismaël. La conversation était décousue, ponctuée de silence, mais profondément sincère. Léonard parlait de sa peur de rester, de cette impression que son avenir était devenu un champ de bataille. Ismaël l'écoutait sans chercher à le rassurer à tout prix. Il lui disait simplement qu'il avait le droit d'avoir peur, mais aussi celui de rester fidèle à ce qu'il voulait vraiment. Ces mots faisaient écho en Léonard. Pour la première fois, il commençait à envisager son avenir autrement que comme une suite de décisions imposées. L'Institut, malgré la crise, restait un lieu où il se sentait à sa place. Et savoir qu'Anaïs et Jeanne avaient pris ce risque pour défendre cette idée changeait profondément sa manière de se percevoir. Il n'était plus seulement celui qu'on avait voulu déplacer. Il était devenu, malgré lui, la preuve vivante que certaines lignes ne devaient pas être franchies. Billy, de son côté, s'était réfugiée à l'extérieur, près des cuisines, là où l'air nocturne semblait plus respirable. Elle repensait à la violence de la rupture, à la colère qu'il avait portée, mais aussi à l'épuisement qui suivait toujours les décisions radicales. Apprendre que l'Institut avait tenu bon lui avait rendu quelque chose qu'elle croyait perdu, la confiance dans les adultes qui l'entouraient. Pas une confiance aveugle, mais une confiance lucide, consciente des failles, mais capable de reconnaître le courage. Elle savait que sa relation avec Ferdinand était définitivement terminée. Elle ne regrettait pas ce choix, même si la solitude lui pesait parfois. Ce qu'elle refusait désormais, c'était de se trahir elle-même pour préserver une illusion de stabilité. En cela, la décision d'Anaïs résonnait profondément avec la sienne. Ferdinand, lui, vivait ses heures comme une lente descente. Le silence de son père était devenu assourdissant. Castelmont ne l'appelait pas, ne le conseillait pas, ne le protégeait plus. Cette absence était en soi une réponse. Ferdinand comprenait qu'il n'était plus qu'un élément parmi d'autres dans une stratégie qu'il avait dépassée. Et pour la première fois, il se demandait ce qu'il restait de lui en dehors de ce jeu de pouvoir. Il repensait à Billy, à ses mots, à cette accusation de perversion qu'il avait blessé plus qu'il ne voulait l'admettre. Ce n'était pas seulement une insulte, c'était un miroir, et ce miroir lui renvoyait une image qu'il n'était pas prêt à accepter, mais qu'il ne pouvait plus ignorer. Dans les cuisines, la journée de Zoé touchait à sa fin. Marc l'avait appelée à part après l'examen. Il ne fit pas durer le suspense inutilement. Il lui annonça qu'elle avait réussi. Mieux que ça, qu'elle avait largement dépassé ce qu'il attendait. La note, élevée, était presque secondaire. Ce qui comptait vraiment, c'était ce regard nouveau qu'il posait sur elle. Un regard débarrassé de ses a priori, enfin attentif à ce que son travail exprimait réellement. Zoé accueillit la nouvelle avec un sourire discret, presque incrédule. Ce n'était pas une explosion de joie, mais un soulagement profond. Elle avait été vue, vraiment vue, et cette reconnaissance-là valait toutes les notes du monde. Marc, en la regardant s'éloigner, comprit que cette réussite était aussi une leçon pour lui. Une invitation à revoir ses certitudes, à accepter que l'exigence n'excluait pas l'écoute. Dominique observa la scène à distance, pensif. Il se dit que l'Institut traversait peut-être l'une des crises les plus fécondes de son histoire. Non pas parce qu'elle promettait un avenir radieux, mais parce qu'elle obligeait chacun à se positionner, à redéfinir ce qu'il était prêt à défendre. Plus tard dans la soirée, Anaïs quitta enfin son bureau. Elle traversa l'Institut presque vide, écoutant le son de ses pas résonner dans les couloirs. Elle s'arrêta un instant, regarda autour d'elle, et laissa ses pensées dériver. Elle ne savait pas ce que Castelmont ferait ensuite. Elle ignorait si Storek maintiendrait sa plainte, si les soutiens financiers tiendraient, si l'Institut survivrait intact. Mais une chose était désormais claire. Quelle que soit l'issue, la phrase qu'elle avait prononcée ne pourrait plus être effacée. Elle avait marqué un point de rupture, une frontière morale que personne ne pourrait faire disparaître sans en assumer le coût. Lorsque les lumières s'éteignirent enfin, l'Institut plongea dans le silence. Un silence différent de ceux qui avaient précédé. Un silence chargé de tension, certes, mais aussi d'une détermination nouvelle. L'histoire n'était pas terminée. Elle entrait simplement dans un nouveau chapitre, plus incertain, plus risqué, mais aussi plus sincère. Et au cœur de cette incertitude, une conviction demeurait, solide, irréductible,
Ici, tout commence. Quand on refuse de vendre ce qui n'a pas de prix.